Alors bonjour, capsule 16, dans le cadre de ce 8e cours, sur le contrat. Le contrat, comment le contrat est modifié par le numérique. Alors dans le cadre de cette capsule-là, on va regarder comment le contrat s'opère, comment un contrat qui est généralement considéré comme une offre qui donne lieu à une acceptation. Donc on va voir un petit peu sur le caractère technique. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en ligne, dans les lectures possibles, une conférence que j'avais faite sur la mort du contrat, sur le consentement numérique, qui présente certains aspects plus pratiques. Et également dans le cadre du cours de mardi prochain, on va traiter des questions plus sur le consentement en matière de vie privée. Mais revenons sur la technique contractuelle en tant que telle, donc qui régulièrement est considérée comme une, une institution juridique à deux étapes, avec un offrant qui envoie son offre et l'acceptant qui confirme et qui accepte l'offre en question, et le cumul de ces deux étapes font que nous sommes face à un accord de volonté qui donne lieu à un contrat. Donc cet aspect-là, on le retrouve notamment à l'article 1386 du Code civil qui prévoit en fait que la seule volonté des parties est suffisante en fait pour parvenir à la réalisation de ce qu'est un contrat. Donc ça, c'est la perspective juridique que l'on apprend dans tous les cours de droit. J'aimerais, si vous permettez, par rapport au numérique, à regarder le contrat dans une perspective un petit peu différente, et dire, écoutez, le contrat, c'est aussi, d'une part, une institution qui donne lieu à une capacité de sanction. Généralement, le contrat est considéré comme étant une preuve littérale qui vaut pour le futur, en tout cas dans la durée du délai de prescription, et auquel, si jamais une des deux parties ne respecte pas cette volonté, il peut y avoir des conséquences juridiques, des obligations juridiques qui vont en découler. Donc il y a un aspect lié à cette sanction possible que l'on peut associer à un contrat. Et également aussi, il faut savoir que qui dit contrat dit outil de communication. Si vous voulez contracter avec moi, il faut minimalement que je vous apprenne et je vous détermine à un certain nombre d'obligations auxquelles vous devez consentir. Donc il faut que je vous les communique avec un niveau plus ou moins grand de sécurité associé à cette communication. Donc dans cette perspective-là, on se rend compte que cette double perspective, donc le contrat est associé à certains niveaux de sécurité et le contrat implique nécessairement une communication, on se rend compte que ce soit pour l'oralité, que ce soit pour les supports physiques, que ce soit pour l'électronique, il y a toujours eu des niveaux variables, bas, médium et haut, des niveaux variables de sécurité. Donc je vais vous donner des exemples. Si on prend l'oralité par exemple, il est toujours possible, puis il y a beaucoup de jurisprudence qui valide cette forme, cette manière de contracter, il est tout à fait possible de faire des contrats par téléphone. Donc on a dans ce cas-ci une hypothèse d'un contrat synchrone où l'offre et l'acceptation transigent par ce biais. C'est très bien, ça marche, on peut très bien avoir et respecter l'article 1386 qui se limite à l'accord de volonté, c'est simplement qu'en matière de preuve, on se rend bien compte que la sécurité à un tel mode de communication est particulièrement basse. Il peut y avoir des enregistrements, remarque, mais ça reste que la preuve n'est pas tout à fait évidente. C'est un peu la même chose entre deux professionnels, où on fait régulièrement des contrats sans sécuriser véritablement les processus, mais simplement dans la mesure où les parties ont des habitudes d'affaires, si jamais une personne ne respecte pas sa volonté, comme conséquence, ça peut être de cesser pour le futur les relations entre les deux partenaires. Et puis vous avez évidemment des niveaux, avec l'oralité, vous avez des niveaux de contrat qui sont particulièrement élevés. Je pense notamment au code d'Hammurabi qui prévoyait que certains types de contrats qui se faisaient de manière orale parce que 18 siècles avant Jésus-Christ, il y avait peu
de capacité d'archiver les données, même si la Mésopotamie a été des premières civilisations comptables qui notamment gardaient certains types de contrats de commission notamment, qui étaient archivés par des scribes. Mais malgré tout, il y avait certains contrats oraux qui, si jamais une des parties ne respectait pas sa volonté, il pouvait y avoir des sanctions de type sanctions divines qui pouvaient s'appliquer à eux. Et ces sanctions, à cette époque-là, pouvaient avoir véritablement un effet dissuasif. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup citer qui correspondait à des ventes immobilières qui se faisaient dans ce qui correspondrait maintenant à l'Allemagne actuelle, où un siècle avant Jésus-Christ, il y avait des transactions immobilières qui se faisaient auprès de populations qui étaient malgré tout nomades, mais qui revenaient toujours aux mêmes endroits à certaines périodes de l'année. Et donc certaines personnes voulaient toujours, parce qu'ils en avaient la propriété, disposer de certains endroits. Mais dans le cadre de ces ventes immobilières, il y avait un processus qui était mis en place, qui était particulièrement adapté. Alors on est face à une population nomade, donc qui ne peuvent pas archiver, ou qui ne veulent pas, ou qui n'ont pas la compétence, ils ne savent pas écrire, ou quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas archiver par des supports physiques, et donc le moyen qu'ils avaient trouvé, c'est que ils prenaient l'attribut, ils la partageaient en trois. D'un côté, vous aviez l'acheteur et le vendeur. De l'autre côté, vous avez la population qui faisait partie de la tribu. Et dans le troisième coin du triangle, si je puis dire, ils prenaient les enfants. Et les enfants, lorsque la transaction entre l'acheteur et le vendeur se faisait, étaient battus, étaient frappés. Et la raison derrière tout ça était toute simple, c'est que on voulait s'assurer que des membres de la tribu se souviennent qu'une transaction a été faite à un moment donné. Et donc, les enfants, étant les plus jeunes, étaient le plus en mesure de se rappeler de ces faits que, ah oui, je me souviens, il y a tant d'années, j'ai été témoin d'une vente en A et B, et je m'en souviens parce que, en plus, j'ai reçu une sacrée raclée. Donc c'est un mode que je trouvais intéressant, avec un niveau de sécurité élevé pour qu'une transaction se fasse. En fait, c'était une modalité, une solution d'archivage sur le long terme, particulièrement fiable, qui avait été en fait adapté au support de communication qui était utilisé alors, à savoir l'oralité. Pour le papier, c'est la même chose. Vous pouvez très bien faire un contrat sur une nappe. Vous pouvez avoir des contrats signés, et puis si vous voulez un haut niveau de sécurité, avec une capacité de revenir avec une fiabilité très bonne, mais vous pouvez passer devant notaire, par exemple, pour valider une transaction, comme ça se fait notamment dans le domaine de l'immobilier. Vous savez que pour remettre en cause un acte notarié, c'est un processus qui ne peut invoquer uniquement de la fraude, ce qui est très compliqué. Mais pour l'électronique, vous avez la même chose. Vous pouvez très bien faire un contrat par courriel, ça fonctionne très bien, ça répond aux critères de 1386, mais les modalités de preuve ne sont pas toujours très bonnes. On l'a vu par exemple avec sécurité et dérive, où une personne dit « moi j'ai jamais envoyé ça », ou « j'ai jamais reçu ça ». Vous pouvez avoir un accusé-réception, alors ça c'est mieux, parce que minimalement vous avez une preuve que vous pouvez alléguer sur le fait que la personne a dit « oui, merci, j'ai bien reçu le document en question ». Et puis si vous voulez un niveau de sécurité élevé, vous pouvez utiliser les infrastructures avec les publics, donc système de chiffrement qui permettent, on l'a déjà vu, qui permettent de s'assurer, on a vu notamment sur la capsule sur l'identité, qui permettent de s'assurer que c'est bien la personne, qu'elle ne peut pas se dédire, et qu'elle a accepté tel acte à tel moment et en tel lieu. Vous pouvez éventuellement utiliser une tierce partie aussi qui pourrait valider l'existence de la transaction. Donc, quel que soit le support utilisé, quel que soit le mode de communication utilisé, vous avez toujours le moyen d'adapter pour faire un contrat le niveau de sécurité que vous considérez le plus approprié à votre situation. Donc, un contrat c'est simple. Un contrat assez simple, ça ne requiert normalement aucune exigence au regard de 1386, mais malgré tout, 1385 dit qu'il peut y avoir des exceptions, il y en a principalement deux. La première, c'est quand une loi exige une exigence formelle particulière, ou quand c'est les parties qui contractuellement décident
d'ajouter à leur accord une formalité, une solennité supplémentaire. Donc que ce soit la loi ou que ce soit le contrat, il est en effet possible donc d'avoir des exigences formelles plus grandes. Mais là, je ne veux pas revenir sur les questions d'écrit, de signature, d'original que nous avons déjà vues et qui existent dans de multiples situations. Je ne vais pas y revenir parce que nous l'avons vu, mais ça correspond à des exemples, et puis ce n'est pas les seuls, il peut y avoir des doubles, en matière d'assurance, en matière de consommation, des fois c'est en triple exemplaire pour s'assurer de formalités, tant de preuves que de prise de conscience plus grandes. Vous pouvez avoir des conditions formelles qui sont prévues dans les lois notamment. Donc, quand on regarde ces deux dispositions-là, on se rend compte que en matière de contrat, il y a deux grandes questions qui importe de considérer. C'est d'une part les questions de formalisme et d'autre part les questions de consentement. Alors, on va les voir l'une à la suite de l'autre. Sur les questions de formalisme en premier lieu, et je ne voudrais pas, si ça vous intéresse, je pourrais simplement vous dire que dans le cadre de ma thèse, j'ai beaucoup développé une position sur laquelle les contrats numériques étaient plus formels que les contrats papier, dans la mesure où on essayait de combler la perte de matérialité que le papier offre. On le comblait par la mise en place d'un processus qui vient combler la carence du support physique, du support papier. Et ça, c'est vraiment un point de vue que j'évoque un tout petit peu dans la conférence sur la mort du consentement que j'évoquais tout à l'heure. Alors, sur la situation du droit positif au Québec, on se rend compte que dans le Code civil, hormis de rares dispositions de la loi cadre et de la loi sur la protection des consommateurs, il n'y a pas vraiment de dispositions qui sont spécifiques au numérique et en fait, le bon vieux droit, les bonnes vieilles dispositions dans le titre sur les obligations, dans le livre sur les obligations, s'appliquent aux situations numériques comme aux autres. Cette situation est un peu différente de ce qu'on trouve en France, par exemple, où le nouveau Code civil, qui a été modifié il y a peu, prévoit certaines dispositions spécifiques pour les contrats numériques. Alors, notamment, vous irez voir l'article 11, 25 et suivants, quelques dispositions de manière générale sur les contrats, où on établit notamment ce qui peut être un ajout pas forcément nécessaire, là, de dire qu'on peut faire des contrats par échange de documents numériques, notamment par courrier électronique, ce qui est inhérent et implicite dans le Code civil du Québec. Vous avez ensuite, en 74 et suivants, des dispositions sur les modalités de validité, quelques dispositions assez similaires à ce qu'on peut trouver au Québec sur la notion d'écrit de signature, et enfin quelques dispositions aussi propres numériques pour les écrits sous seing privé. Là, je vous ai simplement reproduit un article 1176, qui utilise pour les questions de formalisme que quand une loi, par exemple, exige des obligations en termes de présentation et de lisibilité, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. Ce qui est, à mon avis, une disposition très courte, très simple, et qui tend la main au juge pour interpréter des conditions qui peuvent être prévues dans certaines lois. Et ce sera au juge de vérifier si on est face, avec le support numérique, à des exigences jugées équivalentes. Ce que j'aimerais voir avec vous, en fait, c'est une convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats électroniques qui a été adoptée en 2005, alors qui pour l'instant n'a pas été ratifiée par un nombre suffisant de pays pour être pleinement applicable. Le Canada, notamment, n'a jamais tenté de bouger ou d'adopter le présent texte, notamment peut-être à cause de la position du Québec, mais c'est un texte qui établit certaines dispositions qui avaient pour objectif, en fait, trois grandes raisons. Le premier, c'est tenter d'enlever les obstacles légaux au commerce électronique, et tenter de lever certaines incertitudes,
et aussi proposer une sorte d'uniformisation des solutions entre les différents pays. Alors, vous avez les premiers articles sont des généralités qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des conventions de la CNUTSI, une citera en anglais, avec quelques définitions assez génériques. On répète le principe clé que constitue l'autonomie de la volonté, quelques principes interprétatifs, où on évoque justement la notion d'équivalence fonctionnelle et de neutralité technologique. Donc quelques données très génériques, et ensuite vous avez quelques dispositions sur les exigences formelles, et quelques dispositions spécifiques sur la formation du contrat. Alors, sur les exigences formelles, on ne va pas le traiter parce qu'on l'a déjà vu, sur les questions d'écrit, de signature, d'original. Original a vu en preuve, des signatures, on a un élément spécifique là-dessus, une capsule spécifique sur ce point. Notion d'écrit, également en preuve, on l'a envisagé. Donc sur la formation, il y a quelques dispositions qui ont été mises de l'avant, avec une approche quand même qui est très minimaliste, parce qu'il n'y a pas de remise en cause des aspects contractuels principaux, et qu'on met de l'avant, encore une fois, le principe de l'autonomie de la volonté. Les seuls éléments qui apparaissent sont sur deux points. D'une part, c'est la question de savoir le temps et le lieu de l'émission et de la réception des communications, et le deuxième, c'est sur qu'est-ce qui se passe quand on fait un contrat avec une ou plusieurs machines. Je dis machines de manière très très générique. Dans cette convention, on parle quand on fait un contrat qui utilise des messages automatisés. Alors, je voudrais voir ces deux points-là, l'un à la suite de l'autre. Alors, ce qui est important de voir, c'est que on parle, quand on lit notamment l'article 14, on ne traite que la question du temps et du lieu de l'émission de la réception, ce qui est différent du temps et du lieu de conclusion que l'on trouve prévu à l'article 1387 du Code civil. L'article 1387 du Code civil qui dit qu'un contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation, au lieu où cette acceptation est reçue. Donc c'est la théorie de la réception qui a été adoubée, reconnue, déclarée dans le Code civil en 1994. Il était important de le faire parce qu'il y avait un doute dans la jurisprudence avant la précision qui a été faite par le législateur dans le Code civil. Il y avait différentes jurisprudences qui allaient dans différents sens. Donc la théorie de la réception, c'est quoi? C'est que toujours quand on a notre offre et notre acceptation, on considère que le contrat est formé au moment où l'offrant a la capacité d'accéder à l'acceptation qui a été envoyée par l'acceptant. Il y avait un débat, parce que sur la base de 1385, on disait que la seule chose qui suffisait pour que le contrat soit fait, c'est l'offre et le fait qu'il y ait une offre et une acceptation. Donc, si 1385, donc une interprétation stricte de 1385, faisait que quand vous avez l'offre qui est émise, ben le seul fait que l'acceptant l'accepte fait en sorte que le contrat devrait être conclu au moment de l'émission d'acceptation, parce que toutes les conditions sont réunies. Malheureusement, cette position qui a déjà été donc introduite par la jurisprudence québécoise, canadienne, française aussi, cette position posait des difficultés en termes de sécurité juridique, parce que souvent, il est difficile de prouver que le document a été émis, et donc on considérait qu'il était plus sage de retarder un petit peu la réalisation du contrat dès lors que l'acceptation était reçue. Le professeur Gastin en France avait dit sur cette question-là, entre émission et réception, je m'en fous, ce qui est important, c'est d'avoir une règle que l'on puisse tenir pour acquise. La théorie de l'information, c'est quoi? C'est le moment où l'acceptation est entre les mains
de l'offrant et que celui-ci prend connaissance du texte en tant que tel. Là encore, pour les questions de preuve, cette position-là était trop difficile à prouver et on a considéré qu'on ne devait pas la privilégier. Même chose, la théorie de la déclaration, c'est vraiment le contrat est formé dès lors que l'acceptant déclare accepter l'offre en question, mais là encore, pour les questions de preuve, l'hésitation se faisait surtout entre réception et émission. Émission, c'était le moment où l'acceptation était émise et donc l'acceptant ne pouvait plus revenir sur la décision qu'il venait de prendre. Mais le Code civil a tranché, c'est la théorie de la réception qui s'applique désormais. Alors ça, la Convention, je pourrais y revenir, mais il y a de très belles jurisprudences là-dessus, notamment en Angleterre, sur l'interprétation de c'est quoi la théorie de la réception. La théorie de la réception, c'est si par exemple vous avez une acceptation qui arrive à minuit, et notamment par courriel, dans la boîte vocale ou dans la boîte courriel de l'offrant, où elle arrive à 11h58, est-ce que le contrat a été créé à 11h58 ou à 8h du matin ou à 10h du matin quand l'offrant lit la décision? En fait, si je prends cet exemple-là, 11h58, c'est l'heure où le contrat est conclu au regard de la théorie de l'émission. 11h58 et 2 secondes, c'est la théorie de la réception quand le courriel arrive dans la boîte vocale, dans la boîte courriel de l'offrant. 10h du matin, le lendemain, c'est la théorie de l'information, quand l'offrant lit l'acceptation en tant que telle, le courriel en tant que tel. Et une décision anglaise a considéré que la théorie de la réception, c'était à 8h du matin, quand l'offrant avait la capacité raisonnable de prendre connaissance du courriel, c'est-à-dire à l'heure où les bureaux sont supposés être ouverts. Donc c'est une application de 1387 du Code civil du Québec, est une disposition qui a donné lieu à certaines jurisprudences assez rigolotes et qui sont particulièrement intéressantes dans le cas du numérique. Alors comme je disais, la Convention de 2005 ne remet pas en cause ce principe de réception, d'ailleurs théorie de la réception que l'on retrouve dans la Convention de Vienne de 1980, en tout cas avec quelques petites adaptations, mais c'est globalement la théorie de la réception que l'on trouve dans cette convention qui est généralement reconnue par beaucoup de pays à travers la planète. Non, ici, dans cette convention, on va simplement dire que, en fait, le moment d'expédition, c'est le moment où cette communication quitte un système d'information qui est dépendant de l'expéditeur. De la même manière, le moment de réception d'une communication, c'est le moment où cette communication peut être relevée par le destinataire. Donc, on fait simplement que préciser la palissade que l'on retrouve d'ailleurs de manière assez proche dans les articles 29, 30 et 31 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Il faut savoir aussi que dans la Convention, il y a une présomption que le document a été mis à la place d'affaires. Donc, j'imagine avec le courriel d'affaires du destinataire, mais que, encore une fois, il peut y avoir des preuves contraires qui montrent que habituellement on utilisait son courriel personnel et que ça avait toujours fonctionné. Le deuxième point qui apparaît en matière de formation des contrats dans la Convention, c'est le point sur les transactions qui se font via un ou plusieurs systèmes automatisés, donc on va dire une machine. La première chose que l'on voit à l'article 12, c'est que on ne peut pas refuser un tel contrat sur la seule base qu'une
qu'une machine intervient dans le cadre d'un contrat. Donc on ne peut refuser un contrat au seul motif qu'une personne physique n'est pas intervenue. Donc on dit oui, c'est légal, et on règle ainsi tout le problème qui prévalait et qui existe en matière de contrat, à savoir la question de la capacité. Tout contrat implique une personne capable de transiger. Or, il y avait tout le débat sur le fait de savoir qu'est-ce qui se passe quand c'est une machine qui décide. Alors en fait, on a simplement une fiction juridique sur laquelle, si j'utilise une machine pour faire des contrats, je présume en fait qu'elle passe des contrats au regard de ma propre volonté, au regard des modalités de programmation que j'ai utilisées, et donc je suis responsable de la manière dont la machine acte, je dirais, pour moi. Si je peux me permettre, ça me fait penser un petit peu au parallèle qu'on pouvait trouver en droit romain, où l'esclave, qui avait un statut juridique de chose, de bien, pouvait passer pour son maître certaines dispositions, certains actes, certains types d'actes, au nom du maître, et on ne pouvait pas donc annuler le contrat dès lors que cette chose avait décidé de passer un acte précis. Donc la question de la légalité, de la capacité est ainsi réglée avec l'article 12 de la Convention, mais, parce qu'il y a un mais, il faut déterminer qu'il y a plusieurs types de contrats automatisés. Il y a plusieurs types de contrats automatisés, puis j'aimerais vous en proposer en fait deux versions. Une dite complexe et une autre qui est plutôt simple. Alors sur ces technologies complexes, la première que j'aimerais évoquer, c'est notamment les contrats EDI, Electronic Data Interchange, ou échange de documents informatisés, qui sont en fait des moyens pour des machines d'être programmées et de prendre des décisions, de prendre des commandes avec autrui. Donc c'est notamment comme ça que des compagnies comme GM, par exemple, passent des contrats, parfois plusieurs dizaines, centaines de contrats par jour, avec leurs fournisseurs. Donc j'ai besoin de boulons, et bien, en fonction du prix de l'acier, le logiciel va prendre des commandes qui vont être acceptées par le fournisseur au regard en fait de standards qui seront établis entre les deux parties. Et puis vous avez des contrats tout simples, comme les contrats utilisant un formulaire commercial que nous utilisons à tous les jours, quand nous faisons des transactions sur Internet. Alors, très rapidement, il faut simplement vous dire que dès les tout début des années 90, j'ai eu l'occasion de travailler avec Karim Biniclet sur des contrats de communication EDI, où on prévoyait justement un contrat cadre, un contrat sur une durée généralement qui oscillait entre 1 an ou 2 ans, qui permettait en fait d'organiser des mini-transactions qui pouvaient s'opérer avec cette technique EDI, avec cette technique qui favorise l'automatisation des décisions, de deux parties donc, qui ont une relation d'affaires longue durée. Donc, outre la durée, il fallait régir les modalités du contrat, de renouvellement, les conventions sur la preuve, les modalités de gestion de la vie privée, etc. Donc, juridiquement, c'est tout à fait possible de gérer ce type de situation. La deuxième situation, plus simple, c'est vous êtes sur un site, ici par exemple Amazon, et vous êtes une vraie personne, mais Amazon, lui, est un automate, si je puis dire, et donc va accepter ou confirmer des décisions que vous voulez passer. Donc on a toujours notre hypothèse à deux étapes, où Amazon est en situation d'offre permanente et vous acceptez les modalités qu'il vous propose. Alors, la seule disposition que l'on trouve dans la Convention des Nations Unies de 2005, c'est que quand une personne naturelle fait un contrat avec une machine, elle a le droit de retirer, elle doit de revenir dans l'hypothèse où elle a fait une erreur. Et cette hypothèse-là est la suivante: vous voulez acheter un billet d'avion pour aller à tel endroit, alors c'est pas un bon exemple en ce moment, mais vous voulez acheter un avion, puis au lieu de mettre un billet d'avion pour Paris, vous mettez 11. Et donc évidemment, vous devez avoir une capacité de corriger
de retirer la portion qui correspond à votre erreur, sous réserve de certaines conditions, à savoir la diligence de l'usager et que cet usager n'ait pas bénéficié de cette situation. On a en fait une situation, une disposition très similaire, l'article 35 de la LCJTI, qui parle de la notion de document préprogrammé, où là encore, il doit y avoir la possibilité pour la personne naturelle, la personne physique, de disposer de moyens pour prévenir ou corriger une erreur. Alors, de manière pratico-pratique, quand vous achetez un billet d'avion, vous avez tapé 11 plutôt que 1 parce que votre doigt a bégayé. Ben là, vous avez un formulaire qui dit, bon, voilà, vous voulez 11 billets d'avion à, non pas 1000 $, mais à 11 000 $. Et puis là, évidemment, vous dites, non, 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 je veux corriger. Donc, il est important que vous ayez cette étape intermédiaire qui vous autorise de remettre en cause la transaction que vous venez sur laquelle vous venez de faire une erreur. Donc, en conclusion, cette convention internationale est important de la mentionner parce que c'est vraiment la seule qui existe en la matière, mais elle établit, je dirais, une base très minimaliste de ce qu'un contrat numérique doit faire, ses spécificités. C'est vraiment le plus petit dénominateur commun qu'il importe de préciser. Alors ça, c'était le premier point sur la question de formalisme, et je vais aller assez rapidement, parce que j'en parle un petit peu sur la vidéo aussi, sur la mort du consentement numérique. Je vais aller assez rapidement sur la question de consentement. Là encore, la question de consentement, qu'il est important de découper en deux questionnements. La première, c'est les questions de consentement comme un moyen de communiquer. Si je veux consentir, il faut que je sache à quoi je consens, donc on va me communiquer ce à quoi je m'oblige, et ensuite le processus d'acceptation en tant que tel. Donc on va voir chacun de ces deux aspects, l'un à la suite de l'autre. Alors tout ça, je vous l'ai dit, au Québec, on n'a pas de grandes dispositions spécifiques sur le contrat numérique, donc c'est les dispositions générales, génériques qui s'appliquent, et en la matière, la disposition dont il faut se rappeler, c'est que le consentement doit être libre et éclairé. Donc, clairement, il y a un questionnement en termes de lisibilité sur lequel le contrat prévoit la mise à disposition d'un certain type d'informations auxquelles on doit accepter. Et à cet égard-là, quand on regarde les pratiques actuelles en matière de contrat numérique, ben on peut identifier des travers, des pathologies. Je vous en ai identifié 10, mais sans doute il y en aurait d'autres, des travers pathologiques qui font qu'on peut parfois douter du respect de ce principe de consentement libre et éclairé. Alors je voudrais vous présenter 10 exemples de pathologies possibles. La première, c'est basé sur un auteur qui, dès la fin des années 90, en fait, a pas mal travailler sur la différence en termes de lisibilité d'un écran et du papier. Et Jacob Nielsen, donc en 99, a fait une étude où il quantifie la différence de lecture sur un écran, la lecture sur un écran étant jugée passablement moins bonne que sur du papier. Donc la capacité de faire des erreurs est plus grande, la capacité de lecture est moins bonne, et donc il mesure cette différence-là qu'il importe de considérer quand on met en ligne, un contrat. L'autre élément de spécificité, c'est que, à différence du contrat papier, les contrats numériques sont dynamiques dans le sens qu'on peut modifier le contenu du contrat. Et donc, très souvent, même si désormais on le verra dans le cours sur la convention, c'est illégal, mais on trouve, en dépit des dispositions de la loi, des dispositions qui disent, écoutez, je m'autorise le droit de modifier le contrat, à charge pour vous d'aller voir si le contrat a été amendé, ce qui est une aberration. Et là, je vais prendre un exemple d'une clause que j'ai trouvée lors d'un séjour à Toronto, où dans le train, on disait, tiens, dans le contrat, on s'autorise le droit de le modifier, à charge pour vous, allez voir si c'est le cas.
Troisième point aussi, troisième pathologie propre au numérique, c'est que les contrats numériques sont beaucoup plus longs que les contrats papier, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune limite d'espace. Faire un contrat d'1 kilomètre de long, que j'appelle au kilo, ben, ça n'a aucune incidence, aucune contrainte pour le rédacteur du contrat. Et au contraire, toute la charge est sur les épaules de l'adhérent qui doit prendre connaissance de ces contenus très longs et difficiles d'accès. Donc, il y a très peu d'efforts en fait qui est fait avec le numérique pour que le contrat soit clair, explicite et court, ce qui évidemment est assez dommage. Donc là encore, on peut faire un parallèle. L'information, c'est comme l'oxygène. Si vous avez trop d'informations, ben vous mourrez, comme si vous avez trop d'oxygène. Donc il est impossible de prendre connaissance du contenu en tant que tel. Et à cet égard-là, il y a une vieille décision, mais quand même intéressante, qui avait considéré que Google n'était pas responsable dans une décision. Pourquoi? Parce que le texte qu'ils avaient mis en ligne était pas très long, était visible, était parfois, pour les parties importantes, en caractère gras, dans une police de 12 qui était lisible, et il y avait même la possibilité d'appuyer sur un bouton pour imprimer une version complète du contrat en question. Donc tous ces éléments de forme qui avaient été mis en place par le rédacteur du contrat avaient fait en sorte qu'on considérait que le critère de lisibilité avait été atteint. Alors ça, c'est une nouvelle image qui apparaît peut-être pas très très bien, qui avait été reprise dans le cadre d'une étude du Washington Post, qui montrait en fait que la plupart des contrats que l'on trouve auprès des grandes plateformes web montrent des niveaux de complexité du contenu contractuel qui est souvent très élevé, qui implique en fait des niveaux de compréhension plus élevés que le niveau collégial. Donc c'est compliqué pour le commun des mortels, souvent, d'avoir une capacité de compréhension de ces textes qui sont pleins de termes complexes et beaucoup trop lourds. Quatrième pathologie et quatrième distinction propre numérique, c'est l'hypertextualité. Avec l'hypertextualité, on n'a pas une vision d'ensemble du contrat. Et très souvent, quand on voit un livre, on sait globalement, à vue d'œil, combien est long le document en question, mais avec un écran et avec les liens hypertextes, il est souvent difficile de mesurer l'ampleur du document en tant que tel. Je vous donne un exemple, dans le cas du eBay, il y a tellement de clauses qui sont liées que en fait, le contrat lui-même qui fait quelques pages, si on compte les annexes et si on compte les liens hypertextes, ça peut être pas loin d'une centaine de pages. Donc, cette hypertextualité est un autre élément. Autre élément, c'est que souvent, on ne sait même pas où est-ce qu'est situé le contrat. Ou dans le meilleur des cas, il est situé en bas suite à un exercice de défilement sur votre furteur. Donc souvent, le contrat n'est pas toujours facile à trouver. Souvent, le contrat est associé à une multiplicité de textes légaux. Les terminaux juridiques, je l'ai dit, sont souvent complexes. Ça, je vous donne des exemples que j'ai pu trouver auprès de différents logiciels que j'ai pu acheter. Là, dans le cas d'Adobe, je vous montre, ici, c'est un document contractuel de 391 pages. Quand même. Les titres aussi, souvent, qui sont associés à ce document, donnent l'impression que le document n'est pas juridique, mais à l'intérieur, vous voyez souvent des termes assez génériques de waiver, license, legal, notice. Mais vous avez des termes véritablement qui font que ce sont des contrats. Donc on n'appelle pas un chat, et on utilise des termes plus flous, moins impliquants, qui visent souvent, enfin qui incitent le lecteur à ne pas lire. Et enfin, vous avez des clauses totalement abusives, et là-dedans, par exemple dans Dell, vous pouvez voir que, par exemple, si vous achetez un produit sur Dell, ben, ce produit ne peut pas être utilisé pour opérer des opérations nucléaires ou de naviguer des aéronefs. Alors,
utiliser des armes ou support d'armes, etc. Mais écoutez, quand on prévoit autant de situations comme celle-ci, c'est forcé qu'on a des contrats de, de, de kilomètres, de kilomètres de long, parce que, évidemment, si on prévoit des situations aussi euh, improbables, ben, forcément, vous avez des contrats qui sont très très longs. Puis là, je vous donne des exemples de clauses qui m'apparaissent même pas abusives, mais également stupides, euh, que je vais me permettre en fait d'aller de, de ne même pas traiter. Alors, les solutions à tout ça, en fait, sont relativement simples. Il faut des textes plus courts, plus accessibles, euh, qui, qui favorisent plus d'humanité, un processus plus lent et aussi plus visuel. L'écran, comme je disais, est, est un document, est un outil qui est adapté pour voir des images. Donc on pourrait très bien imaginer des contrats images, des contrats qui utilisent des images plutôt que des longs textes. Et à cet égard-là, je vous invite à voir comment les Creative Commons déterminent les exemples de licences, les 6 licences que vous pouvez utiliser si vous voulez mettre sous licence Creative Commons une œuvre protégée par le droit d'auteur. Ben vous avez un système qui permet, suite à un petit formulaire qui est rempli, vous déterminez quel type de licence vous voulez, il y a un code HTML qui est pré-produit et que vous pouvez copier-coller dans vos propres pages web, ce qui va vous donner, en fait, ce qui va montrer la licence que vous avez acceptée. Alors voilà sur le premier point sur l'information, sur le consentement, le premier point lié à la mise à disposition d'informations. Le deuxième, donc toujours sur la question du consentement libre et éclairé, c'est le processus de formation du contrat à proprement parler. Et à cet égard-là, rapidement, je voudrais évoquer 3 hypothèses qui ont été globalement reproduites dans la jurisprudence suite aux logiciels, notamment, vous savez, ces logiciels qui vous achetez un logiciel, une boîte, et dans cette boîte, en fait, il y avait parfois un autocollant qui disait « ne pas copier ». Et souvent, c'est marqué, le seul fait de déchirer cette étiquette constitue une acceptation de votre part du contrat en question. Donc, avec ce shrink wrap sur lequel je vais revenir, on a ensuite amené au click wrap, c'est-à-dire le fait de cliquer sur un icône qui est prévu à cet effet, ou même de browse wrap, qui est une autre hypothèse où il est par contre marqué sur les sites web, le seul fait d'utiliser le site web constitue une acceptation des termes suivants. Donc je voudrais revenir sur ces trois situations. Donc la première, le shrink wrap, et notamment à une décision procédée aux États-Unis, il y a un équivalent d'ailleurs avec les pages jaunes au Canada, mais procédé aux États-Unis, c'est la première décision où vous aviez, procédé contre Heidelberg, vous aviez la situation suivante, une compagnie en fait a numérisé tous les boîtiers téléphoniques qui existaient aux États-Unis et a investi des millions de dollars pour ce faire. Puis vous avez M. Zadenberg, un petit opportuniste, qui a reproduit ces éléments-là et qui a vendu en compétition, en fait, à un prix bien moindre, des logiciels, des CD-ROM avec cette information-là. Et c'était problématique aux États-Unis parce que le fait de recopier des boîtiers téléphoniques n'était pas protégé par le droit d'auteur, parce qu'il n'y avait aucune originalité associée à cet acte-là. Et donc, l'acte en tant que tel n'était pas protégé par le droit d'auteur. Et donc la reproduction était légale. Le seul moyen de l'éviter, c'était un contrat qui empêchait de le faire. Or, en l'occurrence, il y avait une clause contractuelle dans le logiciel qui était vendu par la compagnie qui avait numérisé, mais la clause était dans le contrat. Donc, il s'agissait d'interpréter si le contrat, la clause contractuelle qui empêchait la copie, était applicable à M. Heidelberg qui avait acheté le logiciel en question. Et la Cour d'appel de New York, dans l'affaire procédée en 1996, va déclarer que oui, sur la base d'une approche
économique qui m'apparaît, selon moi, un peu contestable, mais suivant une jurisprudence quand même très, très intéressante. Et dans cette décision-là, on va donc considérer que le contrat à l'intérieur de la boîte était applicable à M. Zuckerberg, qui a fait donc la copie du logiciel en question. Vous aviez eu en Alberta aussi, conspirateur d'Alberta en 89, une arrêt King sur des faits assez similaires. Et globalement, procédé va donc légaliser le processus de ce qu'on appelle des shrink wrap contracts. Les contrats shrink wrap, les contrats étiquettes, je pense à la traduction française, et ce qui est un avis contestable, même si le contrat est à l'intérieur. Parce qu'en l'occurrence, la seule chose qu'il fallait faire, c'est mettre ce qu'on voit des fois partout en pratique, sur l'étiquette en question, marquer 2 mots, à savoir « no copy ». Et là, la personne a déchiré en connaissance de cause, le contrat aurait pu être juridiquement validé. Alors là, je mets cette image-là pour vous donner un exemple, et on peut s'interroger sur le contrat en tant que tel, mais à mon avis, oui. Cette situation de click-wrap a donné lieu à la grosse décision en matière de contrat numérique de la Cour suprême le 13 juillet 2007, où il s'agissait, dans l'arrêt Dell contre Union des consommateurs, déterminer si une clause arbitrale prévue à l'article 13 d'un long contrat dans la décision, dans un achat Dell, était applicable à une situation donnée qui était la suivante. Dell met en ligne une offre de certains outils numériques et a fait une erreur sur le prix. Erreur sur le prix qui fait que l'outil, plutôt que, alors qu'il valait 589, a été vendu 89 $. Il y a eu un commis qui a fait une erreur et qui a mis un 5 à un produit et un 7 à un autre produit. Donc évidemment, il y a des gens qui ont acheté, dans certains cas même plusieurs de ces outils-là, et Dell a dit, écoutez, je refuse de donner suite aux différentes ventes, ça concernait, je pense, plusieurs centaines de ventes, 200 ou 300 ventes, et il y a eu un recours collectif sur la base d'une disposition applicable de la LPC, l'article 224C, si ma mémoire est bonne. L'affaire ne s'est même pas rendue à l'analyse légale de cette question-là, la question était simplement sur le fait de savoir, mais est-ce qu'on va devant le juge du Québec ou est-ce qu'on va devant l'arbitre qui était prévu dans l'arrêt Dell comme étant la cour compétente? Donc il y a 2 questions principalement associées à ça. C'est d'une part les questions d'arbitrabilité des litiges de consommation sur lesquels Dell va donner une réponse assez ferme, à savoir oui c'est possible. Et la deuxième c'est est-ce que ce contrat d'1 kilomètre, pas 1 kilomètre mais très long, est-il un contrat valide? Et là encore, si vous allez lire les articles 90 à 104 de l'arrêt Dell, vous verrez que oui, une telle manière de faire, un contrat comme celui-ci est valide. Alors si vous permettez, j'ai pris quelques copies d'écran de ce qu'on trouve maintenant sur le site de Dell, mais en 2003, le contrat était un peu différent. Donc vous avez ici la capacité de choisir entre I agree ou I do not agree. Et ça n'existait pas, il n'y avait pas cette possibilité de choisir ces éléments-là. Maintenant, il y avait un petit élément rouge pour mettre l'accent sur l'adhérence, sur le consommateur, en disant « Attention, il y a des conditions qui s'appliquent à toi ». Ce qu'il y avait simplement dans la version de 2003, c'est que vous aviez un lien bleu, ici, « Terms and Conditions ». Vous cliquez là-dessus, là vous arriviez à l'article 13C, un article sur la clause arbitrale. Si vous cliquez là-dessus, dans la clause arbitrale, vous verriez que ça vous amène sur le National Arbitration Forum qui prévoit des rules and forms. Vous cliquez dessus et là vous arrivez sur le Code of Procedure qui s'applique à la situation donnée. Donc c'est un long processus qui était rendu possible ici. Long processus qui impliquait minimalement 4 clics de la part de l'adhérent. Alors, cette décision a validé cette manière de faire. Alors, je pense qu'il faut relativiser pour différentes raisons. D'une part, la LPC a modifié et interdit maintenant
l'arbitrage de consommation et empêche notamment que l'arbitrage soit un empêchement, ce qui était le cas ici pour faire le recours collectif. La réponse sur 1435 relativement aux clauses externes aussi n'est pas traitée dans l'absolu, et notamment parce qu'on dit, écoutez, preuve n'a pas été faite que la clause n'avait pas été expressément portée à la connaissance du consommateur, et plus généralement, sur les questions de clauses abusives et de clauses incompréhensibles, on a dit que pas de preuve n'avait été faite pour dire que ces clauses en question, contrairement à ce qu'avait dit la Cour d'appel, que cette clause était abusive ou incompréhensible au regard de 1436 et 1437. Donc, cela dit, c'est dommage parce que, d'une part, il y a une adaptation sur l'accessibilité qui pose problème, puis surtout, c'était un message en fait aux industries de dire, écoutez, continuez, ne changez rien, ces contrats d'un kilomètre, ça marche quand même, on les valide. Et donc cette décision est selon moi assez problématique et peut-être même qu'elle a un peu changé maintenant, la position a un peu changé avec l'arrêt Uber qui a été rendu récemment. Dernier point maintenant que je voudrais voir, c'est les browse wraps, les contrats où, je vous donne un exemple, vous arrivez sur un site, vous cliquez sur, en l'occurrence ici, le Privacy Policy, et là vous voyez une clause au début du contrat qui dit « By using or signing up to use Netscape.com, you signify that you agree to these terms. You consent to the AOL Network Privacy Policy and you agree, blah, blah, blah. » Donc, le simple fait d'utiliser un site constitue une acceptation de votre part des clauses suivantes. Et à mon avis, en droit québécois, un tel type de contrat n'est pas légal. Et notamment, lorsqu'on regarde une situation un peu équivalente, ce qu'on regarde, ce qui a été décidé dans l'arrêt Tabet en juillet 2017. Alors voilà ce que je voulais vous dire un petit peu au pas de course sur les aspects contractuels que nous aurons l'occasion de revoir un peu plus en profondeur mardi prochain.